Bon, en tout cas, merci à tous ceux qui sont restés. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce space. Bon, on va pas se mentir, on aurait aimé faire un space beaucoup plus joyeux dans le fond parce que bon, mais voilà, hein, tout le monde est au courant du classement du FC Nantes aujourd'hui. On va reparler un petit peu du coup de cette première partie de saison, même si elle n'est pas complètement terminée. Mais l'année, elle, est terminée pour ce qui est du championnat. On va pouvoir reparler, et là, un peu plus concrètement, du coup, du terrain, de la tactique, de tout ce qui s'ensuit, avec Pierre qui est avec nous. Déjà, on va commencer par rappeler un petit peu, Clébar, le classement. Eh bien, il ne fait pas rêver, puisque le FC Nantes, aujourd'hui, est 17e. 17e, 16 matchs joués, 11 points. C'est très compliqué, 2 victoires, 5 nuls et 9 défaites. Bon, déjà, Cléba, on est d'accord, hein, nous, au fil des Spaces, on l'a dit, c'est un classement qui n'est pas flatteur, mais en même temps, sur le terrain, il n'y a rien qui nous prouve qu'on aurait pu faire non plus beaucoup mieux. Non, non, effectivement, je pense qu'on a commencé l'année avec déjà un discours, en tout cas, avec des idées, le fait de laisser la place aux jeunes, et puis d'avoir un coach qui prenait le foot au sens collectif du terme. C'était plutôt annonciateur de valeurs qui nous rassemblent et puis qui nous donnent envie d'y croire. Maintenant, sur le terrain, ça reste timide. La mayonnaise, elle n'a pas encore prise. Alors, la question qu'on se posait un petit peu, et on va peut-être réussir à répondre un petit peu à cette question ce soir, ou en tout cas à amorcer des pistes de réflexion, c'est est-ce que on n'en prenait pas le bon chemin, ou est-ce que c'est juste qu'il faut du temps dans le football. Mais en tout cas, ouais, ça commençait à être un petit peu inquiétant, et puis les dirigeants nantais ont préféré trancher, et puis eux répondent de manière assez radicale à cette question en changeant de coach. Ouais, ça, voilà, effectivement, on va en reparler aussi. Pierre, déjà, la première question par rapport à ce classement, par rapport au niveau de l'effectif et du coup à la situation là du FC Nantes au classement aujourd'hui. Tu as eu l'occasion de voir des matchs du coup cette saison. Et est-ce que pour toi le niveau de l'effectif fait qu'on se retrouve dans cette situation-là? Est-ce que le classement il est logique quelque part? Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que cette Ligue 1 est ultra compétitive, hein. Il y a quand même peu d'équipes ultra faibles, en tout cas peu d'équipes en tout cas pas d'équipes qui lâchent prise. L'année dernière, allez, sans manquer de respect, je pense que Montpellier, quasiment à mi-saison, déjà avait déjà donné la possibilité de s'enlever une place de relégables. Ils avaient lâché. Là, personne ne lâche. On voit le dernier match d'Auxerre contre Lille, le match de Metz contre Paris. Toutes les équipes sont compétitives, hein, donc ça, il va falloir, à mon avis, s'y attendre jusqu'à la fin de la saison. Et la deuxième chose, par rapport au FC Nantes, j'ai envie de dire que sur le plan purement comptable, je pense qu'il y a une sous-tendance pour le moment compte tenu de l'effectif. L'effectif n'est pas ultra pléthorique ni ultra qualitatif. Malgré tout, je pense que sur le plan purement comptable, avec 11 points, ça ne reflète pas, à mon sens, le niveau global de l'effectif. Et qu'est-ce qui fait que justement Et encore une fois, ça fait que ça. Dans sa stratégie, dans son système, le 4-3-3 de Luis Castro est très, comment dirais-je, séducteur sur le papier. On a eu quelques bribes de rencontres plutôt sympathiques et de qualité. Après, de façon plus globale, j'ai trouvé que les équipes s'étaient plutôt bien adaptées à ça, et finalement, ça s'est un peu enlisé avec un jeu qui est devenu un peu trop scolaire à mon sens, qui a manqué un peu d'originalité, de folie. Et finalement, les joueurs ont perdu confiance. Et sur la fin, on voyait, c'est vrai, des joueurs un
un peu bloqués, un peu fixes dans leur position. Il y avait, ça mettait du temps voilà, à aller trouver des dépassements de fonction. Et, bah, Ça manquait de lion un petit peu, ouais. Pierre? Est-ce que tu as le micro coupé, Pierre? Ouais, je crois Pardon. que Clément voulait. Ouais. Ouais, pardon, je- non, je disais oui, ça manquait un peu de fluidité Ouais. sur la fin, de par, je pense, un capital confiance qui s'était débité. Bah, je te rejoins. Moi, le terme que tu as employé, le terme scolaire, c'est un terme que j'ai pas mal employé en space. C'est vrai qu'en t'écoutant, j'ai envie de rajouter le fait, le manque de spontanéité un petit peu. Moi, la question, parce que je trouve que tu l'as abordé indirectement, est-ce que il est resté donc fidèle à son 4-3-3 et derrière ça, il y avait un coach qui voulait rester fidèle à des idées de jeu. Est-ce que un coach peut changer sa composition de départ et garder une animation à peu près semblable? Est-ce que, alors, pour te le faire très franc, est-ce qu'on peut passer d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 par exemple et vouloir garder une volonté d'une animation qui se rapproche et qui se ressemble? Non, mais je pense que le plus important, c'est. Mais bon, il a dû forcément étudier évidemment son équipe de longues semaines en amont du championnat. Mais le plus important, c'est effectivement de trouver un système et des associations, des complémentarités qui sont les plus efficaces et les plus naturelles possibles. Après, est-ce qu'il faut jouer avec un seul attaquant axial et des joueurs. Des attaquants très écartés ou rapprocher deux attaquants pour mettre un peu plus d'incertitude dans la défense centrale adverse. Tout ça, c'est effectivement du travail en amont, de pouvoir trouver les meilleures complémentarités. Il faut faire une différence entre les principes de jeu. Les principes de Luis Castro, ils sont très établis, on les a tous bien compris. Les principes et puis l'animation et les complémentarités pour pouvoir le faire vivre, pour pouvoir faire vivre ces principes. Et c'est un peu ça sur la fin que j'ai eu un peu plus de mal à voir dans ce 4-3-3. Tu l'as trouvé un petit peu, un peu prévisible. Tu as l'impression que plus les matchs avançaient, plus les adversaires arrivaient facilement à contrer la stratégie de Luis Castro? Ben, en fait, j'ai eu la sensation qu'il y avait beaucoup finalement de situations enfin en tout cas offensivement de 1 contre 1, avec peu d'associations qui se démarquaient ou visibles. Je veux dire, l'association du latéral et de l'attaquant excentré ne me sautait pas aux yeux. La projection des milieux de terrain relayeurs et la proximité avec l'attaquant axial ne me sautait pas aux yeux non plus. Mais parce que j'ai l'impression que tout le monde était un peu figé par rapport à ça et ça manquait, oui, de spontanéité, de naturel, de fluidité. Ouais, je suis. Et moi, je me demandais si jamais, est-ce que tu parlais du manque de fantaisie? C'est vrai que dans les Spaces, j'ai souvent parlé de ça, que devant, ça manquait peut-être un petit peu aussi de certains joueurs qui prennent un petit peu leurs responsabilités et qui fassent preuve justement de fantaisie dans les derniers mètres. Là, au milieu de terrain, c'est un peu la même chose. Il y a pas mal de jeunes aussi dans cet effectif. Est-ce que tu penses que ça peut venir aussi du fait que une équipe qui est très rajeunie et pour certains qui n'ont pas du tout d'expérience ou très peu au haut niveau, est-ce que ça peut les tétaniser et du coup les enfermer un petit peu ou ça vient peut-être aussi d'un manque de qualité dans l'effectif? Il y a un peu tout. Hein. De toute façon, la thématique de la jeunesse, elle reviendra toujours au FC Nantes. Il y a forcément d'abord se poser la question de savoir si les jeunes que l'on veut utiliser ont la capacité à jouer en Ligue 1. Ça, c'est le travail des formateurs. Moi, j'avais tendance à penser qu'on n'avait pas de certitude. Parce que là, on parle de garçons qui ont été champions de France, qui ont joué la Youth League dans leur catégorie de jeunes. Mais moi, j'ai tendance à penser effectivement qu'il était difficilement. Enfin, c'était très compliqué vraiment d'avoir une assurance totale pour
le niveau Ligue 1, ne serait-ce déjà que les joueurs n'avaient pas évolué dans un championnat adulte. Bon, ils ont pour la part évolué en National 3. J'ai pas suivi leur match en National 3, donc je me prononcerai pas. Est-ce que c'était suffisamment clair pour en faire des joueurs majeurs de l'équipe de Ligue 1? Je ne saurais pas le dire, puisque j'ai fait les matchs de National 3. Après, il est évident que des jeunes joueurs qui arrivent à 18-19 ans dans une équipe, dans un groupe, tiens, je vais faire une comparaison inverse. Aujourd'hui, quand on voit les gamins qui jouent au PSG, c'est des joueurs de qualité, bien évidemment, sinon ils ne seraient pas là. Mais c'est surtout très favorisé par un contexte justement ultra favorable. C'est-à-dire une équipe qui a beaucoup de certitudes, de très grands joueurs autour d'eux qui vont justement dans le jeu les mettre dans les meilleures conditions. Et puis à partir de là, voilà, le jeune il peut s'exprimer sans la pression d'avoir tout à gérer, à s'occuper. Voilà, il y a beaucoup de certitudes autour d'eux. Là, j'ai l'impression qu'à Nantes, quand je vois les derniers matchs d'Emen Tadibou, que je connais bien et qui est un joueur très créatif, quand je vois ces derniers matchs, je ne reconnais pas le joueur que j'ai eu en U19. Parce que complètement bloqué, pardon, et toute sa panoplie technique, on la voit plus, quoi. Tu l'as senti un petit peu inhibé par le contexte, finalement, alors? Ouais, le contexte, encore une fois, tout un tas de choses. Le contexte, les performances. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu aussi des petits soucis extrasportifs avec lui. Enfin, ouais, de toute façon, le contexte n'est pas aujourd'hui favorable pour un jeune joueur, sauf à être un extraterrestre avec un mental d'acier et qui fait fi de quelque part de toutes les problématiques autour de l'équipe, quoi. Je fais partie, moi, des supporters qui ont un peu, alors je vais le dire avec mes mots à moi, mais un petit peu remis en question quelque part les prestations de Tidel Dati, que je trouvais intéressant sur certains points, parce que le garçon est très très jeune, et puis sur certaines situations, on trouvait une petite sérénité, on trouvait des choses intéressantes, on voyait du potentiel, et puis dans d'autres situations, on voyait un petit peu ce que tu dis là, c'est-à-dire de la crainte, et puis des choses un petit peu ratées parce que probablement le contexte est un peu lourd. Est-ce qu'il y a un vrai risque à exposer un jeune trop vite et même presque, j'ai envie de dire, trop longtemps, parce qu'il a quand même quasiment enchaîné tous les matchs titulaires? Est-ce que c'est certaines prestations à demi-teinte prolongées dans le temps peuvent nuire à son moral, ou est-ce que c'est comme le dit l'expression, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et que quelque part, toute expérience est bonne à prendre? Oh, il y a beaucoup de questions. Oui, pardon, oui. Non, mais je pense vraiment que le plus surprenant, si vous me permettez, le plus surprenant avec ce jeune garçon, c'est quelque part qu'il démarre la saison. C'est-à-dire qu'il soit titulaire dès le premier match. Ce que je veux dire et qu'il enchaîne par la suite. Ce que je veux dire par là, c'est que un effectif se construit en amont, dans la préparation, dans le recrutement, et je ne suis pas certain que Luis Castro, quand il arrive au club, il a pour certitude de faire jouer Tidel Tati, défenseur central titulaire sur les 15 premiers matchs. Donc ça veut dire que déjà, là, il y a eu un souci. Ils avaient recruté un défenseur central qui ne joue pas. Finalement, c'est le petit qui joue. Ces premiers matchs, j'ai envie de dire, sur la fraîcheur, la surprise, ils sont plutôt assez remarquables dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on ne l'attend pas. Et il est très compétitif, il est même parfois très surprenant dans sa dimension athlétique et dans ses relances sur les premiers matchs. Et puis petit à petit, lui aussi, tout le rattrape, c'est-à-dire les mauvais résultats vont le rattraper. Être défenseur central, c'est quand même un poste là aussi stratégique, important dans une équipe. Donc on est exposé et aujourd'hui, il est gentiment rentré dans le rang, mais quoi de plus normal pour un gamin de 17 ans? Ce qui est surprenant, c'est que ce gamin de 17 ans, qu'on n'attendait pas, parce que finalement, c'est pas un crack qu'on attend depuis 3-4 ans en se disant c'est sûr, il sera titulaire très vite en Ligue 1. Donc finalement, ce qui lui arrive aujourd'hui n'est que normal à lui, à son entourage
de bien vivre les choses pour ne pas totalement briller. Ouais. Ouais. Et à Oisiem, là, va partir aussi à la CAN. Est-ce que ça peut déstabiliser un jeune comme ça? Alors, j'imagine que oui, mais dans quelle mesure ça peut déstabiliser un Tilel Tati, par exemple, de perdre son binôme en charnière centrale? Ouais, je peux pas répondre à ça, mais il est certain en tout cas que moi, si je devais parler de Awaziem que j'avais connu déjà il y a plusieurs années au club, j'ai été très très agréablement surpris. Pour moi, c'est la meilleure recrue du FC Nantes, même si c'est un peu planté sur peut-être sur le dernier match à Angers, mais je l'ai quand même trouvé assez surprenant, assez rassurant dans la défense. Donc oui, perdre quelque part son guide, oui, c'est sûr que ça risque de lui faire bizarre. Quelle solution va être envisagée pour le remplacer, ça on le verra. Et peut-être que à l'inverse, ça peut aussi responsabiliser encore un peu plus Tati et lui faire retrouver les couleurs. On verra. Justement, tu tends un petit peu la perche. Là, c'est vrai que moi, je comprenais pas pourquoi pour l'instant Luis Castro s'est complètement passé de Sékou Doucouré, si je me trompe pas, c'est bien le bon prénom. Est-ce que c'est un joueur que tu connais un peu, Sékou Doucouré? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. Bon, Non, je non. pensais que. Non, je l'ai vu jouer en Youth League, mais non, je le connais peu. Et d'ailleurs, ils jouaient tous les deux avec Tati. C'était une charnière centrale assez costaud, assez solide. Donc, il avait donné des satisfactions. Est-ce que pour toi, là, dans l'effectif qu'il y a aujourd'hui, bon, on va parler de ceux qui ont l'habitude de jouer, hein, que ce soit titulaires ou alors qui font des rentrées régulièrement. On peut parler de Tilel Tati, on peut également parler de Louis Leroux, qui reste malgré tout un très jeune joueur. Tabibou, on en a parlé un petit peu, et Guirassy. Sur ces 4 joueurs-là, est-ce qu'il y en a un pour toi qui devient, on va dire, un petit peu indéboulonnable? Alors, même si ça paraît facile de répondre à Louis Leroux, est-ce que, avec tout ce qui s'est passé, et on en avait parlé un petit peu lors de l'interview en off, il est un peu baladé à gauche, au milieu de terrain. Est-ce que dans ces 4 jeunes joueurs-là, il y en a un qui te donne vraiment satisfaction au point de faire une deuxième partie de saison qui s'annonce quand même très compliquée et très particulière? Non, mais 2 choses. Enfin, indéboulonnable aujourd'hui, Tati est indéboulonnable puisqu'il n'y a personne d'autre. Donc déjà, donc lui Oui, déjà, je veux dire par là, est-ce que Ouais, par non, exemple, j'ai tu vois compris, là, en défense centrale, ouais. non, mais je fais exprès, Emric, mais en tout cas, de façon factuelle, Tati, il ne va pas bouger, il n'y a personne d'autre. Donc, en tout cas, pour l'instant. Après, sur leur performance globale à tous les 4, oui, j'ai quand même envie de te dire que, mais ça, je l'ai toujours dit, pour moi, des 4, le plus fiable sur la durée, c'est Leroux. Mais lui aussi, il s'est un peu perdu. Lui, c'est pareil, c'est un joueur qui a besoin de courir, de beaucoup de volume. J'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu dans ce jeu de position prôné et il a manqué aussi de spontanéité après les quelques premiers matchs. Sur les premiers matchs, c'était plutôt bien et après, j'ai trouvé là aussi que c'était redevenu un peu figé, un peu timide, quoi. Alors là où je voulais aussi t'entendre un petit peu, finalement, je voulais pas le pointer du doigt parce que le pauvre, c'est pas il faut pas au contraire, hein, c'est pas pour lui tirer dessus, mais c'est vrai qu'un Guirassy, on en a beaucoup parlé nous dans les spaces parce que on sent qu'il a quelque chose à apporter. On sent aussi que la marche, elle est peut-être encore un petit peu haute aujourd'hui. Un Guirassy, est-ce que toi, entraîneur du FC Nantes aujourd'hui, est-ce que tu demanderais peut-être à avoir un renfort sur le front de l'attaque ou est-ce que tu lui ferais confiance? Ouais, là aussi, c'est difficile à dire. Je ne suis pas au contact, mais Hervé Guirassy, je le connais aussi depuis un petit moment. Je l'ai eu en U19 aussi. C'est quelqu'un d'atypique qui est capable de choses assez exceptionnelles. Lui aussi, avec beaucoup de... Quand il est en confiance, il est capable de choses exceptionnelles, comme de marquer des buts assez incroyables. Après, il ne s'appuie pas non plus sur de grandes certitudes techniques non plus, ni de relations de jeu avec les autres. Donc dans une équipe qui fonctionne moins bien, on peut avoir tendance à avoir d'abord et surtout ses lacunes, j'ai envie de dire.
Je pense qu'on le reverra à son meilleur quand, je l'espère, l'équipe ira un peu mieux, peut-être sur les rentrées décisives dans un premier temps, et puis voilà, après la confiance retrouvée, lui redonner des responsabilités, pourquoi pas en démarrant les matchs, mais je pense que dans ce contexte-là, il ne serait pas idiot à condition que ce soit, évidemment, à condition que ce soit profitable et de qualité, mais je pense que le FC Nantes a des lacunes sur le plan offensif pour le moment et je pense qu'il va falloir des renforts. Pardon, Kaleba, je te laisse la parole, mais je veux juste faire une petite parenthèse pour rappeler à ceux qui ont peut-être moins l'habitude de nous écouter que quand on parle des jeunes joueurs et peut-être alors pas d'un manque de qualité, mais en tout cas peut-être d'un manque de qualité pour s'imposer et s'affirmer vraiment au haut niveau, on le dit toujours avec beaucoup de bienveillance parce qu'on est les premiers à vouloir qu'ils s'imposent. Après, il y a une certitude aussi, c'est le terrain, et c'est là aussi où on a le droit de discuter, je pense, des jeunes joueurs. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de bienveillance envers ces très jeunes joueurs. Mais tu sais, Émeric, oui, je vais finir sur le sujet. On parle toujours des jeunes, ils doivent jouer. Et en début de saison, effectivement, j'ai entendu le club nous vendre le projet jeune, mais est-ce que c'était un projet vraiment voulu, stratégiquement, ou est-ce que c'était un projet contraint par les problématiques financières? Moi, c'est plus ça qui me pose question, en fait. Oui, en fait, c'est voir des jeunes en équipe première, c'est plus sur du 3, 4, 5 ans qu'on le prépare, plutôt que de dire, bon, ben tiens, au mercato, on vend tout le monde et puis on met les jeunes, quoi. Oui, et puis, je me répète, tous ces jeunes sont des garçons de qualité, il n'y a aucun doute par rapport à ça, mais, et ça, c'est valable partout, c'est pour ça que j'ai évoqué le cas du PSG, c'est valable partout, pour que des jeunes puissent s'épanouir, il leur faut quand même autour d'eux des certitudes. Voilà, une équipe qui a des certitudes, une équipe... Regardez, tiens, je vais prendre un autre exemple un peu moins prestigieux, mais quand je vois le petit Sidiki Chérif à Angers aujourd'hui, qui performe, on l'a affronté à plusieurs reprises en U19, il n'était pas moins bon il n'était pas meilleur, pardon, que Guirassy, par exemple. Sauf qu'aujourd'hui, il évolue dans un projet avec un entraîneur qui est là depuis 3 ans, qui le connaît très bien depuis 3 ou 4 ans, une équipe qui fonctionne très bien, et on l'a vu contre le FC Nantes, et donc à ce moment-là, ça devient plus facile pour lui. Est-ce que ça veut dire quelque part que les jeunes, il ne faut pas forcément les lancer 4 par 4 ou 5 par 5, mais si tu veux qu'il y ait un contexte favorable à côté et qu'il y ait des joueurs, un petit peu comme maintenant la politique du club sur son mercato, le fait de vouloir les encadrer, l'idée c'est aussi de pas forcément en lancer 5 directement dans l'équipe première. C'est un peu ça que tu dis. Non, mais ça dépend, c'est très générationnel, c'est très cyclique. Hein, il ne faut pas que ce soit contraint ni forcé. C'est-à-dire que si à un moment il y a une génération avec 3-4 joueurs de grande qualité, il ne faut pas hésiter. Mais encore une fois, autour d'eux, bien les accompagner, mais par contre, pas forcer le projet. C'est-à-dire que si sur un cycle de 1 an, 2 ans, 3 ans, eh ben, il n'y en a que 1 sur 2 ou 3 ans, eh ben, il n'y en aura qu'un. Il n'y en aura pas 5. Voilà, c'est tout. Non, ben voilà, il faut que c'est du sens. Je voulais revenir un petit peu, vous parliez de Guirassy. C'est vrai que depuis qu'il joue au FC Nantes, c'est un joueur qui a pas mal été ballotté à droite, à gauche. Je me demande s'il n'a pas eu l'axe aussi sur certaines situations. Comment tu pourrais le définir, ce joueur-là, pour toi? C'est quoi son poste préférentiel et ses qualités intrinsèques? Moi, on l'a toujours vu, la plupart du temps, on l'a toujours vu et fait évoluer plutôt dans l'axe, quand il était dans les catégories jeunes. Donc dans une attaque à deux attaquants voilà, à deux ou même tout seul. Il était capable d'évoluer dans l'axe. C'est quelqu'un qui, à mon sens, doit avoir cette liberté de mouvement dans une zone plutôt axiale avec la possibilité un peu plus de liberté qu'il n'en a sur un côté. Ouais.
Pour passer aussi sur un autre sujet, là, Pourquoi ça bug? peut-être un joueur par ligne encore d'expérience, ou est-ce qu'il faudrait juste un meneur d'homme un peu à la Anthony Lopez, mais dans le champ? Comment tu le verrais, toi, là, pour la suite de la saison? Là, je crois qu'il faut d'abord des leaders des leaders techniques sur le terrain, parce que quand je dis des leaders techniques, des joueurs crédibles à leur poste, des joueurs qui vont amener un vrai plus à l'équipe. La crédibilité, elle se fait d'abord par le terrain, elle se fait pas par les mots, par la parole. Moi, j'en ai connu des joueurs qui parlaient fort, mais qui étaient sur le terrain, on voyait plus grand-chose. Là, les leaders qu'il faut au FC Nantes, c'est d'abord des leaders de jeu. Pour amener une animation offensive de meilleure qualité, pour mieux gérer encore les situations défensives qui se présentent. Mais c'est des leaders de jeu, donc des joueurs de qualité. Et c'est pas facile à trouver au mois de janvier des joueurs libres ou libérés par leur club qui ont ces qualités-là. Après, oui, bien sûr, mais sincèrement, je crois qu'ils les ont déjà. Je veux dire, aujourd'hui, un Lopez, un Awaziem, un Amiens, un Coquelin, un Le Penant, un Ablin, un Mohamed, c'est des joueurs qui ont quand même aujourd'hui un petit peu de bouteille et qui peuvent endosser ce rôle-là. Mais c'est surtout, encore une fois, je me répète, des joueurs de qualité, frais, qui n'ont pas enduré la première partie de saison et qui moralement ne sont pas atteints, on va dire. Mais c'est sur le terrain que l'équipe doit être améliorée. On peut espérer qu'un Cabella corresponde aux critères que tu viens d'énoncer. On verra. Bien évidemment, sur le nom, sur la carrière, il n'y a pas de doute. C'était quand on avait dans le championnat de France et même l'année dernière à Lille, un joueur de très grande qualité. L'année dernière à Lille, c'est aussi parce qu'il avait des joueurs de qualité autour de lui. Est-ce que lui, tout seul, à 35 ans, en ayant peu joué sur la première partie de saison, il va révolutionner le jeu? Je le souhaite au FC Nantes, mais j'ai pas la réponse. Et sur le recrutement, là, justement, parce que bon, ça fait un petit peu le lien avec ce qu'on va dire, mais là, c'est quand même un peu bizarre aussi de vouloir. Alors, un Cabella, on imagine qu'avec Luis Castro, ça aurait pu fonctionner avec ce qu'il voulait mettre en place. Là, bon, c'est un peu une période transitoire et en même temps, on ne sait pas si ça va être transitoire. Bon, là, on sent que c'est un recrutement qui est made in direction. Est-ce qu'on peut vraiment faire quelque chose avec des joueurs qu'on ne choisit pas et qu'on subit peut-être même des fois? Non, c'est un problème, ça. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé et avec le recul, on avait eu l'occasion d'en parler, ça fait partie de mes regrets. Je pense que le plus important, c'est vraiment ce qui se passe en amont. Avoir la possibilité la plus large possible de choisir son effectif et ses joueurs, ça me semble être la base pour un entraîneur dans son projet de jeu. Donc, on peut avoir une bonne surprise, mais en général, comment dirais-je, un recrutement contraint, ça peut être problématique. Je ne parle pas pour Cabella, hein, je ne sais pas comment c'est passé, mais il est quand même préférable que le recrutement soit voulu par l'entraîneur. Là, avec toi, le recul maintenant, l'éviction de Luis Castro, tu penses que c'est vraiment un choix de panique, ou tu penses que vraiment la direction a vraiment la conviction que c'est un choix sportif qu'il faut absolument prendre, ou c'est plus un choix de panique parce que on est dernier, il faut vite agir? Un peu les deux, hein. Ouais. Un peu les deux, je veux dire, c'est pas la première fois qu'ils font des choix à l'intuition, on va dire, en se disant, à l'intuition. À l'intuition, et puis peut-être avec des petites voix qui leur murmurent aux oreilles qu'il faut changer. Tu veux dire en dehors du club? En dehors et à l'intérieur. En dehors et à l'intérieur, ouais. En dehors et à l'intérieur, voilà. Je connais le contexte, je connais le club. Je sais que la direction est assez sensible, on va dire, à
à des bruits qui peuvent leur revenir, qu'ils soient avérés ou pas d'ailleurs, parce que c'est très subjectif. Hein. Les méthodes, la relation, tout ça est très subjectif. Donc la problématique, elle n'est pas là. La problématique, elle est quand on fait confiance à quelqu'un, on lui fait confiance vraiment. Après, de temps en temps, oui, évidemment, si on sent pas le truc, si le courant n'est pas passé avec les joueurs, si on voit des joueurs complètement perdus sur le terrain ou qui ont complètement lâché leur entraîneur, oui, bien sûr, il faut réagir. Là, j'ai pas l'impression que les joueurs avaient lâché leur entraîneur. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y avait une cassure entre le groupe de joueurs et l'entraîneur. Mais voilà, c'est de l'intuition, c'est de la panique. Je sais pas, la panique, c'est plus à quelques journées de la fin. De l'intuition, certainement. Et puis quelques bruits qui ont dû leur revenir aux oreilles. Moi, j'ai une petite question à te poser par rapport à ça. On a eu, ça a duré une journée. Là, on a eu la rumeur ou l'information de la nomination de Stéphane Ziani au poste de directeur sportif. En quoi c'est problématique pour toi, pour un coach et pour un club dans sa globalité, de ne pas en avoir, et quel intérêt pour un coach offre cette fonction-là? C'est un joint entre l'entraîneur et le groupe de joueurs. C'est un relais, c'est quelque chose qui va amener un peu plus de fluidité peut-être dans les relations qui peuvent être un peu complexes avec un joueur ou l'autre. Et puis c'est surtout une personne qui est garante de l'institution, du club. C'est-à-dire que l'entraîneur, il est là, il manage, il a le terrain, il a tout un tas de choses à gérer. J'ai envie de dire qu'à un moment, s'il y a un dérapage, s'il y a des mauvais comportements, s'il y a des choses qui ne cadrent pas avec l'institution, c'est le boulot du directeur sportif à un moment de réunir le ou les concernés et de leur faire comprendre que non. J'ai cru comprendre que Luis Castro à Dunkerque avait bénéficié de l'intervention de son directeur sportif à la trêve, qui avait dit dans le vestiaire: vous pouvez parler, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez parler dans les journaux, vous pouvez faire remonter toutes les infos que vous voulez. Excusez-moi du terme, vous allez arrêter de nous faire chier, c'est Luis Castro l'entraîneur jusqu'à la fin de l'année. Bon, ça on l'a pas au FC Nantes. Non, c'est sûr, et c'est fort regrettable, je suis bien d'accord avec toi. Sur le changement d'entraîneur, comme ça, est-ce que, alors tout à l'heure, hein, quand je parlais un petit peu de panique, c'est malheureusement, on en a l'habitude, quand la direction a l'impression qu'on prend un mauvais tournant, il faut vite changer. Est-ce que le fait qu'il y ait des mauvaises prestations depuis quelques matchs, le fait qu'il y ait un enchaînement aussi de défaites, et puis on va pas se mentir aussi, la chance ne nous sourit pas ces derniers temps. Il y a eu même des barres, notamment de Mathis Sabline, il y a eu des poteaux, il y a eu plein de choses comme ça. Un penalty concédé par Tilal Tati, un petit peu malheureusement aussi. Est-ce que de changer d'entraîneur, il peut vraiment y avoir un déclic? Des fois, on parle de déclic et on parle de pompier de service. Est-ce que en janvier, comme ça, enfin en décembre même, décembre-janvier, est-ce qu'il peut y avoir un déclic et un changement de deuxième partie de saison? Est-ce que tu y crois, toi, à ça? Un peu, bien du nouvel entraîneur, encore une fois. Parce que c'est trop facile de se dire systématiquement, bon, ça va pas, on change d'entraîneur, ça va aller mieux. Mais oui, mais enfin, il y a des gens sur le terrain qui doivent aussi modifier et changer certaines choses. C'est-à-dire que l'entraîneur, il peut effectivement amener une autre méthode, une autre ambiance, d'autres choix, un nouveau système. Il va agir sur ce que lui peut contrôler. Et effectivement, là, la dynamique d'une équipe, il peut modifier certaines choses pour la contrôler. Mais encore une fois, c'est-à-dire que tout ce dont tu parles, le manque de chance, le manque de confiance, tout ça va revenir avec des résultats. Et les résultats, c'est d'abord aux joueurs d'aller les chercher. Et le premier bon résultat, là, je ne me rappelle plus trop, mais je crois qu'ils sont sur 6 ou 7 matchs sans victoire, me semble-t-il. La première victoire va être la plus dure à acquérir. Très, très dure, elle sera. Mais une fois qu'elle sera acquise, peut-être qu'il y aura ce capital confiance qui sera revenu pour aller en chercher d'autres. Mais encore une fois, oui,
l'entraîneur peut modifier certaines choses, mais ça se passe d'abord sur le terrain. Ouais, mais je veux dire, par là, en décembre, janvier, il peut installer, c'est pas trop tard encore pour installer une idée de jeu, alors que la moitié de saison est déjà terminée. Ah, je pense que, moi j'ai pris l'équipe à 4 journées de la fin, en 2023. Et on peut pas dire que tu as suivi complètement les principes du coach précédent. Non, mais à 4 journées de la fin, on ne peut pas mettre en place. C'est impossible, c'est beaucoup trop court. Et on est beaucoup trop dans l'urgence. Là, 6 mois, avec notamment une trêve. Donc, qui dit trêve dit un petit peu plus de temps. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont reprendre l'entraînement, mais un petit peu plus de temps, peut-être après le match de Concarneau, après les fêtes, là, pour pouvoir travailler avant le prochain match championnat. Et puis derrière, il y a 5 mois de compétition. Donc, il ne faut pas tout révolutionner parce que moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti à Angers. J'ai eu l'impression qu'il a voulu révolutionner beaucoup de choses. Et on a senti les joueurs encore un peu plus perdus. Pas tout révolutionner, mais oui, il y a le temps de mettre sa patte, oui, évidemment. Ouais, toi, dans cette situation-là, tu aurais été dans cette situation exactement de Luis Castro. Tu continues à mettre tes principes de jeu en place ou tu contrebraques directement et tu essayes autre chose? À la place de Luis Castro? Oui. À la place de Luis Castro, moi, c'est ce que je veux dire, pardon, je veux dire toi, mais là, dans la situation du FC Nantes actuellement, quoi, dans la situation dans laquelle était Luis Castro, mais toi, avec tes principes de jeu, toi. Oui, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que tu peux pas renier tes principes de jeu, il faut aller au bout des choses. On en avait parlé quand on s'était vu, Emeric, on a le souvenir d'un Reynald Noëx qui se sauve à la dernière journée et qui l'année d'après est champion de France avec les mêmes principes. Donc ça a mis du temps, on est passé très près de la catastrophe, mais les gens lui ont fait confiance et l'année d'après c'est un titre de champion de France. Donc on ne saura jamais jusqu'à où ça aurait pu aller avec Luis Castro, comme jusqu'à où ça aurait pu aller avec moi. Mais c'est difficile de se renier. De toute façon, on fait ce qu'on ressent. Oui. Clébar, tu voulais enchaîner peut-être sur ça? Non, pour l'instant, non, je te laisse poursuivre. Bon, ok, mais moi j'allais poursuivre du coup avec ce qu'on peut attendre de la deuxième partie de saison, et puis après on prendra quelques questions auditeurs pour laisser Pierre aussi à ses occupations. Sur la deuxième partie de saison, quelle est la priorité là pour toi? C'est, donc tu l'as un petit peu évoqué, c'est de vite regagner les matchs. Est-ce que ça part là, là dans les prochains jours par des recrues qui vont venir apporter vraiment de la qualité à l'effectif? Est-ce que ça passe plutôt en priorité par un discours de coach, on va dire un motivateur, quelqu'un qui va venir fédérer l'effectif? Quelle est là la priorité pour toi la plus urgente? Il y a un peu tout. La priorité la plus urgente, c'est le match de Concarneau dimanche. Oui. Attention, ça c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. C'est pour ça que j'en parle volontairement parce que il peut faire partie de ces matchs qui s'il y a qualification, et peut-être même, j'ai envie de dire, qualification au forceps, dans la difficulté, où les joueurs se regroupent, se solidarisent pour aller chercher la qualification, ça peut être très bénéfique et porteur pour la suite. Et à l'inverse, si effectivement il y a une élimination, ce qui est très probable, très possible en tout cas, parce qu'en Coupe de France, on sait très bien qu'il y a beaucoup de surprises. Là, c'est sûr qu'on passe des fêtes un peu la tête dans le sac et il sera difficile de remettre la machine en route à la reprise. Toi, tu disais tout à l'heure, Pierre, que tu trouvais que lors du dernier match face à Angers, Ahmed Kantari avait quelque part à vouloir encore tout changer, déstabiliser encore plus les joueurs. J'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de changements. Attention, je parle sans aucun sens critique, juste l'observateur que je suis aujourd'hui. Il a fait jouer 4 ou 5 joueurs de mémoire qui n'avaient pas joué depuis au moins 1 mois et demi ou 2 mois. De mémoire, Benatab n'avait pas joué. Bon, Machado arrivé, il n'avait pas joué depuis longtemps. Mohamed n'avait pas commencé un match depuis longtemps non plus. Il a fait jouer Amiens arrière-gauche, donc il y a eu déjà pas mal de changements par rapport à ça. Il a changé de système, puisqu'on était sur un 4-4-2 ou 4-2-3-1.
il a voulu se calquer à ce que fait Angers et ce que maîtrise bien Angers. Ça faisait quand même déjà beaucoup de changements après seulement 2 jours de 10 communes, quoi. Parce que je trouvais, moi, à contrario, que ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le côté un petit peu trop scolaire sur les matchs de Luis Castro, je trouvais qu'on a été un petit peu sorti de ça sur le match face à Angers, où on voyait des joueurs qui cherchaient à combiner. Alors, on a subi une partie du match, ça c'est certain, mais sur d'autres parties, il y avait un petit peu ce dépassement de fonction. Et du coup, je voulais... Tu n'as pas tort, il y avait effectivement peut-être un petit peu plus de... comment je pourrais dire ça, de folie, oui, si tu veux, mais qui s'est traduit au fil du match par de la désorganisation, à mon sens. Qui s'est traduit au fil du match par de la désorganisation, à mon sens. Et encourageante, on a vu des choses plutôt intéressantes. S'est traduit au fil du match par de la désorganisation, à mon sens. Et encourageante, on a vu des choses plutôt intéressantes, mais au fil du temps, de par le fait que Mais le fait de réussir à revenir à 2-1 à 10 minutes de la fin, alors que ça fait un petit moment qu'on subit, que l'équipe elle a quand même la tête dans le seau depuis quelques semaines, j'ai tendance à penser que c'est quand même quelque chose de plutôt positif de réussir à mettre un but dans ces conditions-là et dans le contexte émotionnel de cette situation. Oui, tu as raison. Non, mais tu as raison, surtout que c'est un but qui ne doit rien à personne, c'est un but qui est très bien amené, justement sur une belle combinaison sur le côté. Mais encore une fois, sur la durée du match, ça s'est un peu effrité, ça s'est un peu désorganisé. Je parle de ça parce que c'est vrai que comme beaucoup de supporters, j'étais forcément déçu du départ de Luis Castro parce que je trouve que c'est un petit peu tout le projet de cet été qui nous a été vendu et puis qui volait en éclats et puis sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ça faisait étrangement écho à ce qu'on avait vécu avec ton départ et que malgré tout le premier match de Ahmed Kantari je trouve est venu un petit peu souligner ce qui nous manquait ces derniers temps. C'était un petit peu le sens de... Ouais, mais j'espère que tu as raison et la suite des événements nous le dira, mais de toute façon, effectivement, il faut aujourd'hui, pour les joueurs, avoir cette capacité à rester organisés tout en amenant un petit peu plus de diversité et de folie offensive. Ouais. Pierre, si tu es d'accord, on a quelques petites questions auditeurs et puis comme ça après on peut terminer ce space. Ouais, on a une question de Zem qui est un auditeur fidèle qui nous écoute assez régulièrement, qui nous dit est-ce que Pierre, tu penses que ta philosophie à toi en tant qu'entraîneur, est-ce que c'est de systématiquement mettre un but de plus que l'adversaire, peu importe le nombre de buts qu'on prend, ou avec quand même une espèce de stabilité quand même défensive? Non, ça c'est peut-être l'image que j'ai laissée sur les quelques matchs que j'ai fait, mais tu penses à Lorient peut-être? Non, mais je prône un jeu offensif, oui, ça c'est une certitude. Quand je parle de jeu offensif, c'est un jeu dans lequel on va penser l'attaque, on va structurer l'attaque, on va créer des associations, des combinaisons, on va essayer de donner un sens commun à l'équipe pour pouvoir aller marquer les buts. Après, il est évident qu'on ne peut pas marquer 3 ou 4 buts par match. Et donc qu'il faut avoir une organisation défensive tout aussi performante pour pouvoir prendre des points, gagner des matchs, parfois faire des matchs nuls, mais avancer, quoi. Ok, c'est entendu, en tout cas, j'espère. Ensuite, on a une question de Mathis
Est-ce que donc il nous dit pourquoi tu es un des rares à avoir le seul entraîneur à t'exprimer sur le fonctionnement du FC Nantes après ton passage à la Jaunelière? Est-ce qu'il peut y avoir peut-être un peu de, pas forcément d'intimidation, mais pourquoi certains entraîneurs n'osent pas, entraîneurs ou autres d'ailleurs, n'osent pas parler du FC Nantes et de la gestion du club? Bah, peut-être parce qu'ils ont d'autres choses à faire et d'autres choses à dire, ou j'en sais rien, mais moi je suis nantais, je suis au FC Nantes depuis l'âge de 14 ans, j'y ai passé la plus grande partie de ma vie, j'aime le club. Quand on veut bien me demander mon avis, eh bien je le donne avec plaisir, j'ai aucun problème par rapport à ça. Après, c'est apprécié, c'est pas apprécié. Ça peut être considéré comme de la rancœur ou je ne sais quoi, mais je suis pas du tout là-dedans. Simplement, j'aime parler de jeu, j'aime parler de foot, j'aime parler de ballon, et puis voilà, et puis j'aime évoquer le FC Nantes. De toute façon, c'est même pas j'aime parler du FC Nantes, c'est j'aime évoquer le FC Nantes, et puis j'aimerais surtout pouvoir l'évoquer de façon très positive. Oui, ça, on aimerait aussi pouvoir faire. Je t'avoue qu'en ce moment, les spaces, ils sont un peu moroses. On aimerait bien un petit peu plus de légèreté. Mais bon. Une question de Y'en a marre de Kita. Bon, voilà, c'est son pseudo, donc tu te doutes bien un petit peu de l'idée de la question. Est-ce que pour toi, alors qu'on a un petit peu parlé, mais est-ce que pour toi, la direction du FC Nantes, c'est vraiment le gros frein dans la gestion de l'équipe pro au quotidien? Est-ce que la direction est beaucoup trop présente et que ça vient trop parasiter justement ce qui se passe sur le terrain, et si oui, comment ça se matérialise? Et donc il précise pas de langue de bois, mais ça j'ai pas besoin de te le préciser. Non, mais bon, je pense qu'on aurait toute une soirée à parler de tout ça. Bon, à un moment, de toute façon, les chiffres parlent. Voilà. Non, on t'entend, ouais, on t'entend. Oui, c'est bon, pardon, excusez-moi. Ouais, on t'entend. Non, j'ai fait les chiffres parlent, ça fait maintenant beaucoup d'années, ça n'a pas nécessairement bien fonctionné. Moi, je l'ai vécu pendant 6 mois, oui, il y a des choses qui sont étonnantes. Dans la communication, dans le relationnel, avec l'entraîneur, il y a des choses parfois assez étonnantes. Toi, sur le terrain, sur le sportif, il y a des choses que tu n'as pas pu faire parce que la direction était trop présente sur le sportif? Ah ben, essentiellement dans tout ce qui a pu se passer avant que la saison ne démarre, dans le recrutement. Ouais. Ouais. Une fois que la saison a démarré, est-ce que tu as pu librement choisir ton 11, par exemple? Oui. Non, bien sûr. Bien sûr. Non. Oui, Parce qu'on sait qu'il y a eu un moment, tu vois, où il y a eu, je crois que c'était quand Anthony Ligombe était sur le banc, ça a été reproché à l'entraîneur actuel que justement il y avait trop de millions sur le banc. Toi, c'est pas des choses qu'on t'a reproché, par exemple? Pas directement, mais de toute façon, la suite des événements me fait penser que tous mes choix n'étaient pas forcément validés. Donc oui. Après, ce que j'aurais davantage aimé, c'est effectivement plus mais est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Mais plus de proximité, plus de relations, plus d'échanges, plus de confiance, plus de tout ça. Et je pense que c'est la base, en fait. Mais quand tu parles de confiance, pardon, mais quand tu parles de confiance, c'est vrai que je trouve étonnant qu'il y ait autant d'entraîneurs qui se succèdent à la tête du FC Nantes. Il doit y avoir quand même un pouvoir de persuasion très élevé de cette direction-là qui, je pense que toi, tu as dû ressentir de la confiance, tout comme Luis Castro a dû ressentir de la confiance aussi, sinon il n'aurait pas voulu signer au FC Nantes. Ouais. À quel moment il y a un déclic? C'est quoi? C'est l'enchaînement des résultats? C'est le comportement, la personnalité? Oui, c'est en fait plus qu'ailleurs, je pense, notre méthode, notre personnage, notre façon de manager, tout ce que l'on met en place est sanctionné, ou en tout cas apprécié ou à l'inverse dévalorisé par les résultats. C'est-à-dire que il y a la lecture du résultat qui va influencer l'image que l'on a de la personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais
Oui, en gros, tu peux mettre un Bruno Genesio qui réussit. Tu gagnes, tu es un super entraîneur, tu perds, tu mérites pas de continuer, quoi. C'est un peu ça. Si je devais caricaturer, c'est un peu ça. Ouais. Et après, ça ajoute peut-être à ça aussi le tempérament de la personne, quoi. Si c'est quelqu'un de docile, peut-être qu'on va lui laisser un petit peu plus de temps. Si c'est quelqu'un qui est un peu moins Je crois que c'est docile. l'inverse. Ah oui? Je crois que c'est l'inverse. Bah oui, regarde avec Antoine, Émeric, oui, je pense que c'est ce qui s'est passé pour Comboiré d'ailleurs. Je pense que c'est l'inverse. Dernièrement. Je pense que le président Kita apprécie les gens d'expérience, donc déjà dans l'âge. Et les fortes têtes un peu. Comment? Les fortes têtes un peu. Ouais, mais alors les fortes têtes peut-être, mais je pense vraiment qu'il a un attrait quand même pour ceux qui ont un peu buriné, qui ont un peu d'expérience. Ceux-là ont peut-être aussi plus de répondants à offrir à la direction quand les choses ne tournent pas totalement en sa faveur. Ouais, malheureusement pour nous, c'est quand même plutôt des entraîneurs en règle générale qui n'ont pas forcément un style de jeu hyper attrayant, hyper emballant. Non, là, la liste des derniers noms, c'est quand même... moi, ça me fait très peur, hein. J'ai rien contre ces gens-là, mais des noms qui circulent, il y a eu des Antonetti où on sait très bien que Valdemar Kita a envie un jour de travailler. En tout cas, c'est ce qui se dit de plus en plus, que Valdemar Kita a envie de travailler avec Antonetti. Bon, après, je pense vraiment comme on dit. Je pense vraiment que c'est une histoire de contexte, encore une fois, d'harmonie entre les gens, entre les personnes, entre les différentes composantes du club. Quand je vois ce que fait... alors, attention, c'est un super entraîneur, il a déjà montré à Lyon, mais quand je vois comment s'éclate Pierre Sage et les joueurs de Pierre Sage à Lens, je me dis c'est fantastique. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que bon entraîneur, mauvais entraîneur, tout ça c'est très subjectif. Je vais prendre un autre exemple, l'exemple de Franck Hez, qui est porté, qui est mis sur un piédestal quand il est à Lens, quand il les amène en Ligue des Champions. Et puis Franck Hez, aujourd'hui, c'est le dernier des incapables et la risée de tout le monde parce que il se passe ce qui se passe avec Nice. Franck Hez, c'est un formidable entraîneur, une formidable personne. Il y a un contexte aujourd'hui qui n'est peut-être pas favorable à son éclosion et à son épanouissement, et donc à l'épanouissement de son équipe. Enfin, voilà, il faut rester très lucide, très humble par rapport à tout ça. Et c'est souvent une histoire encore une fois, de contexte et de rapport humain. Et si il y a eu autant d'entraîneurs qui se sont succédés à Nantes et avec souvent la même issue, c'est peut-être que le contexte, la relation, elle est pas terrible, quoi. Une question plus difficile, si toi, et en plus difficile parce que tu n'as pas de temps de réflexion, si aujourd'hui tu as la possibilité de choisir un entraîneur pour le reste de la saison, voire plus s'il maintient par exemple, est-ce que tu as une préférence ou en tout cas peut-être un style d'entraîneur si tu n'as pas de nom qui te viennent comme ça en tête? Il y aurait forcément des noms, mais c'est des noms qui sont surtout en poste déjà, donc ça sera compliqué. Mais non, mais j'ai cité deux entraîneurs que j'aime beaucoup à l'instant, deux entraîneurs français que j'aime beaucoup. Voilà, il y en a aussi en Ligue 2 qui font du très bon travail. Et Luis Castro faisait du très bon travail aussi en Ligue 2 et voilà, ça a été compliqué pour lui au FC Nantes. Voilà, non, les deux que j'ai évoqués sont de super entraîneurs. En Ligue 2, évidemment, j'aime beaucoup parce que je l'ai connu. En plus, Laurent Guyot à Annecy, qui est un ancien joueur du FC Nantes. Mais est-ce que les anciens joueurs du FC Nantes sont forcément les plus désirés au FC Nantes? J'en sais rien. Mais voilà. Ouais, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont dit, qui ont pris la parole pour dire que un retour au FC Nantes, pourquoi pas, mais dans un contexte un petit peu différent. Je fais le lien parce que dans le petit jeu qu'on avait fait en fin d'interview, tu avais cité donc Frédéric Darrocha parmi les noms
comme étant celui qui représentait le plus pour toi l'identité du FC Nantes. Frédéric Darocha avait dit dans une interview aussi qu'il excluait pas un jour, pourquoi pas, revenir au FC Nantes, mais en tout cas pas dans ce contexte-là et pas avec cette direction. On se voit régulièrement avec lui comme avec d'autres et on a l'occasion de discuter parfois de tout ça. Ouais. Ah, alors, je ne sais pas si tu nous entends, ça a bugué un petit peu là. Oui, je l'entends, ouais. C'est bon, Eric. Ah pardon, alors c'est moi, autant pour moi. Donc tu disais, pardon, je t'ai coupé. Non, je disais que oui, avec Fred, comme avec d'autres, avec Nicolas Gillet, avec d'autres, j'ai l'occasion de les croiser, de discuter un peu avec eux. Donc on ne parle pas que de foot, mais de temps en temps on en parle. Et bon, c'est un secret pour personne de toute façon que oui, le fonctionnement actuel ne permet pas. Et puis de toute façon, je ne suis pas certain que la direction en ait envie le retour de ces gens-là. Oui. Dernière question, Pierre, est-ce que tu, là, si tu étais en poste là aujourd'hui et qu'on avait une direction qui écoutait un petit peu plus les choix de son entraîneur, est-ce qu'il y a un ou deux joueurs que tu aurais vraiment désiré pour faire une deuxième partie de saison honorable et viser le maintien? Ouais, comme ça, c'est compliqué de te répondre. Effectivement, un truc pour point, je n'ai pas de nom en tête. Moi, je sais que j'ai un regret. Tout à l'heure, je disais que j'avais pas eu totalement liberté au moment du recrutement, et je ne parle pas que de moyens financiers, mais à ce moment-là, j'avais échangé longuement avec un joueur que finalement la direction n'avait pas validé, et aujourd'hui, ce joueur se retrouve quasiment au port de l'équipe de France, c'est Mathieu Hudol, l'arrière-gauche de Lens. Donc voilà, il faudrait que enfin, là comme ça, j'ai pas de réflexion particulière sur un joueur ou deux. Je pense qu'aujourd'hui, dans la zone du milieu de terrain du FC Nantes, il y a des manques. Il y a des joueurs qui travaillent, il y a des joueurs besogneux, mais je trouve que ça manque de créativité. Le recrutement de Cabella risque d'aller dans ce sens. Est-ce que ça sera suffisant? J'en sais rien. Je pense qu'il y a besoin de quelqu'un pour alimenter et épauler Mathis Sabline, qui est un joueur exceptionnel à mon sens, mais qui s'est enfermé aujourd'hui dans une espèce de mission sauvetage un peu à lui tout seul, où parfois il force un peu son jeu et il force un peu les choses. Il est en train de devenir un petit peu le nouveau Moses Simon. Je sais pas si c'est ça que tu dis, mais je te rejoins un petit peu là-dessus. On a l'impression qu'il cherche à faire la différence un peu tout seul, ouais. Ouais, mais c'est pareil, lui, il s'est enfermé dans un truc où il se dit que la relation avec les autres, la relation technique avec les autres joueurs, elle n'est peut-être pas suffisante. Donc, je vais essayer tout seul. Donc, voilà, tout à l'heure, je disais que, à mon sens, l'urgence pour l'FC Nantes, plus que des grandes gueules, c'est d'avoir vraiment des leaders de jeu. Ça va dans ce sens-là, quoi. Voilà. En tout cas, je trouve que ce que tu dis là, ça fait plaisir de l'entendre, parce que je trouve que c'est aussi très révélateur. C'est souvent un joueur un intervenant comme Eric Carrière à l'époque où il était sur Canal+, qui avait ce regard-là. Quand un joueur commence à vouloir faire la différence tout seul, c'est que quelque part il ne croit pas suffisamment, ou en tout cas le projet collectif n'est pas suffisamment imprégné pour lui. C'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai voulu évoquer par rapport à Mathis Sabline, parce que vraiment, je le dis et je le dirai toujours. Alors, en plus, il a 2 ans de plus. Quand il est arrivé chez nous, que j'étais entraîneur, il sortait d'une saison assez moyenne en prêt avec Auxerre. Donc, c'était pas le Mathis Sabline d'aujourd'hui. En 2 ans, il a montré quand même des choses exceptionnelles sur le championnat de Ligue 1, malgré un contexte défavorable au FC Nantes. Et il mériterait d'avoir, du lien et des affinités techniques autour de lui, oui. Ça tombe bien, parce que du coup j'avais une question un petit peu de supporter de l'époque, et puis j'ai la chance de pouvoir la poser ce soir, donc je suis plutôt content. À l'époque où on commentait du coup les matchs sur la période où tu jouais beaucoup en 3-4-3, je m'étais posé la question de pourquoi tu n'avais pas tenté Mathis Sabline sur un côté, puisque du coup le côté droit, il y avait eu un peu de Hudson, un peu de Marquinhos, un peu de Kadabamba. On sentait que c'était des joueurs qui étaient intéressants, mais peut-être pas suffisamment prêts.
Et après, en plus, on a vu Mathis Labine commencer à réussir à exister un peu plus sur un côté. C'était pas envisageable pour toi à l'époque ou tu ne le voyais pas du tout comme ça? Alors moi, je vois plus Mathis Abline. Alors il peut jouer, effectivement, il peut jouer dans toutes les zones de l'attaque sans aucun problème. Moi, à titre personnel, je le préfère proche de l'axe. Pour la bonne et simple raison que pour moi, c'est le joueur qui a le meilleur sens du but. Et généralement, et ça c'est pas moi qui le dis, mais on marque quand même plus de buts quand on est plus près des buts, justement, plus axial. Donc c'était plus dans cette idée-là. Mathis Abline a toujours été formé comme un avançant plutôt, un attaquant plutôt axial. Après, c'est vrai que sur le côté gauche, il est capable de choses très intéressantes. Je le trouve un peu moins à l'aise sur le côté droit, hormis quand il fait des différences par sa puissance et par sa vitesse de course. Et je trouve que sa relation technique avec le ballon et avec les autres est un peu plus fine quand il est plus sur le côté gauche. Or, j'avais déjà Simon sur le côté gauche. Et voilà. Et puis non, je trouve de façon globale que c'est un joueur plutôt axial qui est plutôt costaud dos au jeu, qui est capable de justement dans ses appels en profondeur de partir à gauche à droite. Et je trouve peut-être un peu dommage de le figer sur un côté avec la ligne de touche à côté de lui, même s'il est capable de s'en sortir sans problème. Merci beaucoup. C'était ta question est terminée, Clément? Oui, vas-y. Bon, très bien. Je voulais, du coup, alors je vais terminer. J'aime bien terminer sur une petite note d'humour, ou en tout cas quelque chose de plus léger. Aujourd'hui, si jamais, donc tu me confirmes, Pierre, que pour le moment, on est entre nous. T'as pas eu de piste quelque part où il n'y a pas quelque chose qui. Si, des pistes, il y en a très souvent. Mais concrètes? Ah oui, concrètes, oui. Et c'est pour le moment toujours pas d'envie. Non, mais je suis pour les raisons. Aujourd'hui, je suis sur d'autres idées, d'autres projets. Donc pour l'instant, je réponds gentiment, respectueusement à ces pistes que non, pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà. Ouais. Un rôle de consultant un jour, c'est quelque chose qui te plairait? C'est quelque chose qui me plairait. Je l'ai dit tout à l'heure. J'apprécie vraiment de parler de jeu, de terrain, de terrain, hein, parce que attention, il y a le consultant qui est là pour faire le buzz, hein, pour parler de tout sauf le terrain. Mais oui, parler de terrain, stratégie, méthodologie d'entraînement, rapport de force entre deux équipes. Oui, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Oui. C'est toujours possible pour toi, par exemple, de ne pas être en poste et de passer des diplômes d'entraîneur? Non. Il faut absolument être en poste, alors? Oui, la condition sine qua non, c'est d'avoir une équipe, oui. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Ouais. Donc il faut espérer un club qui accepte, enfin qui veuille en tout cas te récupérer et qui te paye le diplôme. Du coup, c'est comme ça. Oui. Après les financements, c'est une partie un peu que je maîtrise pas trop, mais je sais qu'il y a des aides. Mais oui, la condition prioritaire, c'est d'être en club, d'avoir une licence d'entraîneur. Je crois qu'il y a un niveau requis. Il me semble que c'est les équipes de jeunes au niveau national, les équipes féminines en Ligue 1 et après en senior, je sais plus exactement, mais oui, il faut un minimum requis pour pouvoir accéder à la formation. Donc pour ceux qui nous écoutent et pour être bien précis, ça ne veut pas dire qu'il faut être l'entraîneur de l'équipe première, ça veut dire qu'il faut être licencié dans ce club-là. Oui, c'est ça, oui. Mais un adjoint, par exemple, d'une équipe professionnelle peut passer le diplôme. Oui, voilà. Sur le petit, la petite note légère sur laquelle je voulais terminer, c'est que tu m'avais dit sur l'interview que tu avais besoin aussi quand même de ressentir les choses pour pouvoir accepter un éventuel poste. Si en même temps tu as la possibilité de revenir au FC Nantes avec la même direction, et on peut pas me dire que c'est pas faisable puisque ça a déjà été fait, hein, ou d'entraîner par exemple au Pau FC, l'équipe première, parce que je sais que tu as des attaches à Pau également.
Est-ce que le choix se pose? Est-ce que c'est cornélien pour toi de choisir? Non, je me suis pas posé cette question. Tu me surprends là, hein, mec. Non, mais à Pau, à Pau, j'ai toute ma famille, donc c'est un endroit où je vais régulièrement. Nicolas Ouzaï fait du très très bon travail Ouais. à Pau depuis quelques années. Moi, je suis nantais. J'ai joué 5 ans à Pau, mais j'ai passé euh, quasiment une vingtaine d'années à Nantes. Donc, si je devais choisir, c'est d'abord Nantes. Bon, ouais, j'ai essayé de le ramener, t'as vu que les bars, hein, j'ai essayé de le ramener. Ouais, je vois bien, j'ai failli changer le nom du Space d'ailleurs. Space Spécial Pau. Puisque tu viens de lancer le débat des questions un peu plus légères, on a beaucoup parlé là de Pierre et de son regard de consultant et d'ancien coach. Un petit souvenir, un bon souvenir, ta meilleure anecdote ou ton meilleur souvenir, mais en tant que joueur du FC Nantes. Personne enfin, tout le monde sait que je n'ai pas beaucoup joué en pro au FC Nantes. Hein. Je prends une quinzaine de matchs à mon actif avec. Ah bah écoute, moi je t'ai suffisamment connu pour avoir intégré ton nom dans mes guerrières FIFA à l'époque. Hein. Non, mais les meilleurs souvenirs, c'est pas forcément des moments où j'étais sur le terrain, mais c'est des moments de vie, des expériences de vie. C'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions avec cette génération. On s'était connus au centre de formation, tout jeune, à 14-15 ans, et on se retrouvait à aller jouer au Stade Olympique de Rome, à Highbury, à Arsenal, au Bayern Munich. Enfin voilà, c'était des moments assez exceptionnels quand même pour toute une bande de gamins qu'on était, qui s'étaient connus très jeunes au centre de formation. Ok, écoute, merci pour ta réponse. Et puis, je pense qu'on va pouvoir conclure ce space. Clébar, sauf si tu avais peut-être une dernière petite chose à dire. Non, bah écoute, merci d'avoir répondu à tes questions. Merci de ton écoute, de ta bienveillance. Pour ne rien me cacher, c'est pour Emeric que j'ai accepté ce temps passé avec vous parce que le rapport a été très très bon. Et nos origines nous rejoignent et nous rassemblent, mais c'est toujours très agréable de discuter avec des passionnés et des gens qui comme moi, souhaitent le meilleur pour le FC Nantes. Voilà. Donc un grand merci. Tu as quand même dit plusieurs fois durant le space que tu étais nantais, mais tu dis toujours chocolatine. Ça reste un mystère quand même. Hein. Ah, ben oui, mais c'est ancré, c'est comme mon accent, même s'il se perd, il y a toujours un petit fond, une petite phrase. Donc, il est nettement moins désagréable que celui d'Emeric. Hein. Ouais, mais je vais rester poli parce qu'on est invité quand même, mais j'en pense pas moins, tu le sais. Bon, Pierre, mais en tout cas, on pourra peut-être se boire un coup à la Madeleine. Il y en a beaucoup ici qui connaissent pas, mais toi, ça te parle forcément. Mais bon, si on s'y croise, on pourra boire un verre. Et puis, si jamais tu as envie, bien sûr, de reparler un petit peu du FC Nantes cette saison, tu sais que bien sûr, la porte du Space est grande ouverte, en tout cas. Écoute, c'est très gentil. On va laisser le FC Nantes se régénérer, remonter au classement et puis avec l'espoir de pouvoir en reparler et en reparler positivement. Voilà. Ouais, positivement. Écoute, merci beaucoup Pierre et je veux encore une fois souligner ta proximité, ta bienveillance. Vraiment, c'est un vrai bonheur et tu sais. Encore Emeric. Mes AirPods arrivent en fin de vie, donc c'est pour ça, là, je repasse sur le téléphone et j'ai plus les AirPods. Bon, bref. Mais en tout cas, non, tout ça pour dire que oui, je disais, il y a des fois, tu sais, il y a ce truc que quand on rencontre des gens qu'on aime bien, on est déçu. Ben moi, au contraire, je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec toi, Pierre, et voilà, c'est vraiment un plaisir d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute et qui est dans la disponibilité comme tu es toi. T'es toujours là, Emeric? Ouais, il est parti.
Il bug un petit peu. Eh ben, je vais clôturer le space. En tout cas, vous. Je bug complètement, Ouais. mais je suis encore là. Bon, est-ce que vous m'avez entendu? Oui, on t'a entendu. Merci. On t'a entendu, merci. oui. Avec grand plaisir. Bonne soirée, Pierre. Merci à tous. Merci tout le monde. Bonne Merci soirée, à bonne tous. soirée. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.